Bonsoir, ce soir nous avons le plaisir de recevoir Titu Lecoq. Alors qui est Titu Lecoq? Titu Lecoq est une journaliste, une essayiste et une féministe, mais pas n'importe laquelle, une féministe matérialiste. Le titre de sa conférence, Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Alors elle va nous l'expliquer justement avec des chiffres, avec des études et surtout elle va nous proposer des pistes de solutions pour justement faire en sorte que la société soit plus égalitaire et que les femmes prennent quelque part possession de leur autonomie financière. C'est une conférence dialogue avec Edith Berthollet, qui est la directrice du Point Culture. 2 femmes, 2 caractères et une conférence, je dirais, d'intérêt public. Je vous souhaite une agréable soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Titu d'être là avec moi ce soir. Alors, Nadia nous l'a introduit. Donc ce soir, nous allons parler ensemble d'un sujet à la fois banal, brûlant et souvent silencieux, l'argent dans le couple. Alors c'est un thème que nous abordons rarement de front et pourtant il est au cœur de nos vies, dans la répartition des dépenses, dans les décisions quotidiennes, dans les sacrifices invisibles ou dans les injustices acceptées. Pour en parler, donc, nous avons avec nous Titu Lecoq, qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, autrice, essayiste, journaliste, chroniqueuse sur Slate.fr, notamment l'autrice de Libérer, les combats féministes se gagnent dans le pèlerinage sale. Devant. Ah, j'avais écrit dans. Dans bah, devant, ça aurait été devant. Dans le, on peut mener le combat dans le panier. Dans, je crois que c'est pas mais mal. Je t'avouerai, je pense que devant, en termes d'agentivité, sera plus pratique. Ouais. Sans foi ni loi. Ça, c'est bon. Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, et Chronique de la débrouille, plus beaucoup d'autres ouvrages que vous retrouverez évidemment tout à l'heure à la librairie Pax Éphémère. Alors, là, je vais assumer totalement un point de vue personnel et absolument subjectif. Donc, je me lance. Titu, je trouve, a une capacité rare à mêler humour, clarté, documentation rigoureuse et accessibilité. Elle nous aide à penser sans nous faire de la leçon, à rire sans jamais oublier l'essentiel. Dans Le couple et l'argent, tu nous tends un miroir. C'est un livre qui interroge nos habitudes, nos héritages et nos silences. Dans Le couple et l'argent, tu soulèves des questions simples, mais explosives. Comment se fait-il qu'on partage un lit, des enfants, des souvenirs, mais si peu la réalité financière? Qui paye quoi? Qui gagne combien? Qui épargne? Qui renonce? Et surtout, pourquoi ces sujets restent-ils si tabous alors qu'ils sont au cœur de notre liberté et de notre égalité? Ce livre est à la fois une enquête, vous allez le voir, une boîte à outils. Il parle aussi d'amour, mais de pouvoir, de travail invisible, d'injustice, de moyens d'en sortir. Il est drôle, il est sérieux, il est documenté. Et ce soir, nous allons donc nous arrêter sur quelques-uns des thèmes qu'il traverse, pas tous. Et nous serons guidés par des extraits très courts que j'ai choisis. Évidemment, des questions-réponses avec Titu. Et puisque vous êtes assez nombreux et nombreuses, on va vous faire travailler et parfois, de temps en temps, vous faire lever des mains en vous posant des questions, parce que nous n'aurons pas l'occasion de faire un échange de questions-réponses. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons pouvoir vous sonder. Alors, comme vous l'aurez compris, Titu et moi, nous allons nous tutoyer. Et je voulais préciser aussi une deuxième chose. Le système général que nous allons évoquer se nomme donc le patriarcat. Et un mot que nous n'osons parfois pas dire dans les espaces mixtes, de peur de cliver. Pourtant, il ne désigne pas une guerre des sexes, il désigne une organisation sociale dans laquelle les hommes détiennent historiquement le pouvoir dans les sphères familiales, économiques et politiques. Un peu d'étymologie, ça fait jamais de tort. Le mot vient du grec patriarchès, qui veut tout simplement dire le pouvoir du père. C'est très clair. C'est un cadre hérité, souvent invisible, mais aux effets très concrets. Et donc, ce livre est principalement une ouverture, une invitation à parler ensemble, femmes et hommes, sans peur, sans honte, sans culpabilité. Et évidemment, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle d'amour et d'argent. Voilà, c'est parti. Et donc il y avait une première question que je voulais tout simplement poser, avant peut-être de rentrer dans les lectures, c'était finalement pourquoi est-ce que les questions d'argent sont encore tabous? On peut commencer peut-être par ça. Alors,
pour plein de raisons différentes. L'argent en général, effectivement, dans nos sociétés est tabou. Et là, clairement, il y a quelque chose de l'ordre du... Et je suis en train d'anticiper que je vais mettre le bazar dans tes questions. Tu le sais, c'est pas grave, tu rebondiras. Non, mais il y a quelque chose de très culturel en Europe lié au tabou de l'argent. C'est clair qu'aux États-Unis, la question ne se pose pas du tout de la même manière. Moi, c'est assez intéressant, quand je lis les féministes américaines, de voir la manière dont elles se sont emparées de ce sujet, dont la société américaine en parle. En Europe, on est au-dessus des questions matérielles, on ne parle pas d'argent, c'est lié au protestantisme, au catholicisme, etc. On aime bien en ramasser, mais on n'aime pas trop le dire. Donc il y a quelque chose de culturel. Par-dessus, tu peux rajouter que... Moi, je me suis beaucoup posé la question. Une fois que j'ai écrit le livre, tout me paraissait évident. Je me suis dit, mais c'est fou, j'ai fait un livre entier qui s'appelle « Libéré ». Le combat féministe se gagne dans le panier de linge... Non, devant le panier de linge sale, qui est toujours un super... voilà, j'en suis très contente, c'est un super livre, mais je dis, j'ai quand même fait un livre entier là-dessus, où je ne parle pas d'argent. Et comment j'ai pu parler de qui fait le ménage dans la maison sans parler d'argent. Et le sujet, j'évoque le sujet vite fait dans un paragraphe dans le livre. Et maintenant que j'ai travaillé sur le sujet, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, en tant que féministe, je ne m'intéresse pas à cette question-là? Il est évident que l'argent est un lieu du pouvoir, que je m'en sois pas emparée avant. Et en fait, c'est pas que moi. Si on regarde le mouvement MeToo, on a traité énormément de choses. Il y a eu les violences sexuelles, il y a eu la charge mentale, il y a eu plein de formes d'inégalité. Mais en vrai, MeToo s'était pas confronté à la question de l'argent jusqu'à récemment. Et avant de faire le livre, j'ai fait un podcast qui s'appelle « Rends l'argent ». Et quand j'ai fait le podcast, vraiment, en France, il y avait aucune ressource sur ce sujet-là. Maintenant, ça a un peu changé, on pourra en parler, mais vraiment, à ce moment-là, il n'y avait rien, zéro, nada. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que les mouvements féministes, on ne s'est pas emparé de ce sujet. Et il y a plusieurs raisons. Il y a deux principales raisons. Il y a... qu'on est des filles, non mais que les sujets d'économie, on ne se sent pas légitime à s'en emparer. Moi, si on m'avait dit un jour, tu vas écrire un livre d'économie, alors vraiment, ça fera rire ma prof de maths de terminale. On se dit, bah non, l'économie, c'est hyper complexe, je peux pas, etc. Christine Delphi, qui est une féministe historique hyper importante des années 70, qui a fondé le MLF, etc., me disait, elle est économiste et s'est beaucoup intéressée à ces sujets, me disait que toutes les réunions féministes où elle essayait de parler d'économie, on lui disait, Christine, arrête, tu nous embêtes. Genre, non, c'est pas nos sujets. Donc, il y a un truc très genré de c'est des maths, donc c'est pas pour nous, on n'ose pas s'en emparer. Et par-dessus, il y a un autre sujet qui est très intéressant, qui est l'idée que quand même, fondamentalement, alors, je vais faire un résumé, mais les gens qui me connaissent savent que les gros résumés, c'est quand même ma passion de la vie. L'argent, c'est plutôt de droite. Et le féminisme, c'est plutôt de gauche. Et là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Est-ce que le rôle des mouvements féministes, c'est de mettre à bas toutes les hiérarchies, de changer le système économique? Ou est-ce que dire aux femmes comment s'enrichir ou réussir à économiser un peu d'argent, c'est un discours féministe de gauche qui tiendrait la route? Et donc, il y a une espèce de tabou à dire, en fait, parler d'argent aux femmes et leur dire « Wow !» essayez de vous enrichir, bah oui, mais ça veut dire que tu rentres dans le système libéral. Enfin, il y avait quand même un frein politique assez fort là-dessus. Tu cumules ça, et donc par-dessus, tu rajoutes le fait que parler des inégalités salariales, c'est plutôt OK. Parler des inégalités économiques au sein de la famille, c'est-à-dire la personne avec qui qu'on aime, avec qui on partage notre vie, c'est vraiment l'idée de mêler amour et argent. Ça ne se fait pas du tout de nos jours, ça ne se fait pas pour des raisons notamment historiques qui sont que il y a vraiment quelque chose qui a été remplacé. Pendant longtemps, on a quand même fait beaucoup, notamment dans les classes bourgeoises et nobles, des mariages d'intérêt économique, quoi. Un mariage, c'était vraiment un contrat et donc il s'agissait de mettre en commun plus ou moins des biens, etc. Donc c'était un calcul financier, un mariage. Et puis après, voilà, tout ça c'est fini, on fait plus ces mariages-là, on fait des mariages d'amour. Et c'est comme si à partir du moment où on faisait un mariage d'amour, bah du coup on n'avait plus du tout parlé d'argent. Ah non, parce que c'était non, nous on n'est pas là-dessus. Donc cette construction romantique de l'amour, c'est vraiment pas du tout l'argent, ça c'était les anciennes générations. Voilà, ça, si tu cumules tout ça, tu dis bah oui, évidemment, c'est compliqué d'en parler. Alors, je vais rebondir sur un tout petit extrait, justement, pour ceux et celles qui n'auraient pas forcément lu, et puis comme ça, on va vous faire participer, sur effectivement cette notion d'amour et d'argent. C'est très court.
On nous a appris que l'amour, le vrai, le pur, devait se passer d'argent. Le véritable amour serait déconnecté de toute question matérielle. L'argent viendrait salir l'idéal romantique. Résultat, des générations entières de femmes se sont appauvries au nom du romantisme. L'indépendance financière est un pilier fondamental de la liberté. Et si nous n'en parlons pas, évidemment, ce pilier s'effondre. Et donc, dans cette idée de question à main levée, donc la question c'était qui parmi nous a déjà eu une vraie discussion sur l'argent dès le début d'une relation. Donc pas, voilà, qui? Ah, pas mal. Minorité. Oui, alors tu sais, il y a un truc traite, c'est du coup tu vois les mains qui se lèvent, tu vois pas les mains qui ne se lèvent pas. C'est comme la masse silencieuse. On peut faire l'inverse, on peut poser la question inverse. Moi je sais que j'ai pas, du coup, comme j'ai pas changé de relation depuis le début de l'écriture du livre, donc je peux pas lever la main. J'ai jamais commencé une relation en parlant d'argent. Et pourquoi tu penses qu'on a tant de mal, outre ce que tu viens de poser, le romantisme, le tabou européen, etc. Qu'est-ce qui fait que dans vraiment la question de relations amoureuses, on bloque? Parce que là, finalement, vous êtes quoi, peut-être 10% de la salle à avoir levé la main. Et puis, je serais bien contente après, pendant les dédicaces, que vous me disiez quel était le sujet de la discussion autour de l'argent. Qu'est-ce qui fait, au-delà de ça, qu'on bloque? Alors je pense que la position dans un couple hétéro, la position de l'homme et de la femme n'est pas tout à fait la même. Je pense que c'est compliqué pour les femmes d'aborder ce sujet-là. Tu vois, quand j'ai fait le livre, donc, notamment au départ quand j'ai fait le podcast, j'étais allée interviewer donc Christine Delphi et j'étais allée interviewer Michel Perrault, qui est grande historienne et de l'histoire des femmes et de l'histoire de la classe ouvrière aussi. Elle a commencé par s'intéresser à la classe ouvrière, donc c'était vraiment intéressant d'avoir son point de vue sur ce sujet-là. Et donc je lui dis, bah voilà, je cherche pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Et donc je pensais qu'elle allait me dire oui, les questions pourquoi, ça n'a pas de sens, nanana. Alors pas du tout, elle m'a dit bon, c'est très très simple, et elle m'a donné la réponse, mais genre en une phrase, tu vois. Je fais oh bah ok, bon bah ça va pas être très long comme interview. Et donc elle m'a expliqué, en fait pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, c'est parce que la féminité dans nos sociétés est construite sur l'idée de don. En fait, les femmes sont là pour donner, elles donnent la vie, elles donnent leur lait, elles donnent leur temps, elles sont là pour donner. Et comme on construit un peu les choses en opposition, ça c'est Françoise Héritier qui avait vu que les sociétés construisaient le masculin et le féminin un peu en opposition. Alors ça ne veut pas dire que la masculinité est construite sur l'idée de radinerie, non pas du tout, ou d'égoïsme. Les femmes c'est le don et à l'inverse les hommes c'est la puissance. Et de nos jours, la puissance, c'est plus la puissance physique. Enfin, ça sert à rien d'aller essayer de capturer au lasso une brique de lait, tu vois. Donc la puissance physique, on s'en fiche un peu. La puissance dans nos sociétés, elle est économique. Et donc la masculinité, telle qu'on la promeut en ce moment, elle est très liée à cette idée de réussir à gagner de l'argent. Et ça, c'est vrai dans toutes les classes sociales. Quand j'interviens auprès de jeunes dans vraiment des lycées défavorisés, vraiment leur truc c'est de dire moi en tant que mec il faut que je rapporte de l'argent. Ils le sentent vraiment comme un impératif. Donc on construit le masculin sur l'idée de puissance économique, le féminin sur l'idée de don, donc on voit tout de suite que tu vois, la discussion sur le sujet elle n'est pas du tout innée. Pour une femme c'est compliqué d'amener ce sujet, ça veut dire qu'elle va être sûre défendre son intérêt personnel. Ce qui veut dire que déjà elle envisage que la relation va pas durer pour toujours, ce qui en fait une femme lucide, mais je suis pas censée le dire. Moi ça j'ai beaucoup fait, mais après on m'a beaucoup dit ouais mais t'es pas très rassurante comme compagne, t'es pas, tu vois. Je sais pas, oui. Donc voilà, il y a cette idée de la femme qui va défendre son intérêt personnel en parlant d'argent. Bah non, c'est pas possible quoi. Et je pense que toutes les femmes ont très fort ce stéréotype en elles d'une femme qui parle d'argent et qui veut gagner de l'argent, c'est plus vraiment une femme. Et c'est là où la phrase de Michel Perrault, elle est hyper forte, c'est qu'effectivement, quand tu l'analyses, tu te rends compte qu'il y a un truc, non, ça va pas. C'est comme s'il y avait quasiment un truc contre nature sur le fait de dire, ouais, et d'ailleurs, les femmes qui gagnent de l'argent, va nous les présenter comme plus vraiment des femmes. Et c'est comme si elles perdaient quelque chose de leur identité à ce moment-là. Donc voilà. Et pour finir sur la phrase de Perrault, ce qui est drôle, c'est que donc en fait le pourquoi, donc c'est ça. Hein, comment s'appelle mon livre? Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes? Bah, on vient de vous dire, hein, c'est vraiment pas compliqué. En fait, la vraie question, c'est le comment. C'est quels sont les mécanismes qui se mettent en œuvre dans la vie du couple et même avant, qui vont faire que cette inégalité va s'accroître au fur et à mesure des années.
Alors là-dessus, c'est ça qui est assez formidable dans le livre, c'est qu'en fait, tu as créé un personnage, enfin Gwendoline, qui est à la fois nous et pas nous. Alors c'est ça qui est génial, parce qu'on est à la fois, on se reconnaît, puis à la fois on fait, bon, c'est un peu caricatural. Et donc Gwendoline, on la suit depuis sa toute petite enfance jusqu'à comme une espèce de cas d'école, de cas pratique. Et là, du coup, c'est là-dessus que tu peux aussi à la fois mettre ta documentation et ton humour, et en la suivant, on comprend les mécanismes, mais depuis le début du début, et le détricotage, il se fait tout au long du livre. Enfin, il y a même comme pas d'autre issue. C'est impossible autrement. Et donc c'est là-dessus, tout d'un coup, c'est comment tu arrives à démontrer quelque part. Donc en fait, c'est un livre qui finalement ne fait que poser, ne fait que partager, mais que quand même tous les mécanismes et même les gestes du quotidien nourrissent petit à petit des grandes inégalités. Et donc c'est de ça dont on parle. Voilà. J'ai un autre petit extrait, sauf si tu voulais rajouter autre chose. Ouais, non, me demande pas, moi, tu sais, je peux... Bah, je sais, mais tu m'as dit qu'on n'allait pas suivre ma structure, alors moi je dis, vas-y. C'est sur le restaurant, donc c'était la question de... Donc je continue, moi, dans la relation amoureuse, c'est mon côté romantique. Donc il y a ce moment au restaurant, au début d'une relation, toujours, quand l'addition arrive. Là, il y a toujours un flottement. Lequel des deux va payer? Et surtout, allons-nous oser en parler franchement? Et puis rapidement, l'habitude s'installe, lui paye plus souvent. Elle fait les courses, elle compense, mais en silence. Donc tout ça, c'est les questions des installations est-ce qu'on les questionne vraiment? Oui, en fait, au début d'une relation, c'est toujours... ça arrive que je rencontre des hommes, parfois. Et ça arrive qu'ils me demandent « Wow, mais maintenant, je ne sais pas quand je fais un premier rendez-vous avec une fille, est-ce que je dois insister pour payer ou pas payer ?» Et ils me demandent, et c'est un peu mignon, tu vois, ils me demandent genre « Je suis paumée, c'est quoi c'est donc qu'il faut faire, Madame la féministe ?» mais en fait, ça dépend beaucoup de où t'en es dans ta relation. Et typiquement, moi, j'ai fait partie d'une génération de féministes déjà qui a grandi en étant convaincue que l'égalité, elle était déjà faite. Voilà, c'était très mignon, hein. Moi, vraiment, j'étais là, genre, oh, c'est nul, ma mère, elle avait trop de chance, elle a fait les manifs et tout, nous, on n'aura aucune manif à faire. Et donc, dans la somme d'idées un peu absurdes que nous avions en tête, il y avait aussi l'indépendance économique, c'est très important. Mais moi, ma mère m'a dit ça, mais comme en même temps ma mère était nulle en économie, ça allait avec des conséquences nulles, genre il faut toujours que tu payes tout, fais toujours tout à 50%. Erreur fondamentale. Et donc, sur la question, par exemple, si c'est le premier dîner, il est évident que peu importe... Après, ça dépend avec qui tu le fais ton premier dîner, mais il y a quand même la question derrière de la personne qui paye a une forme de pouvoir. Et donc, si tu laisses payer, évidemment, tu vas te retrouver dans une situation après, en tant que fille, de dire, bah oui, mais si j'ai envie de dire non pour la suite de la soirée, je me sens un peu obligée, etc. Enfin, voilà. Donc, ça fausse les choses. Donc, il y a un moment où tu te dis, bah, en fait, c'est le prix de ma liberté, c'est aussi de dire, je sais bien que le type avec qui je suis en train de dîner, il vient de m'annoncer qu'il gagnait 3 fois mon salaire, mais je vais quand même payer la moitié parce que, voilà, je garde une forme d'indépendance et que je veux pas qu'il y ait une forme de dette. Et c'est hyper important, l'idée de dette. Donc, sur les premiers rendez-vous, il y a quand même ce truc-là qui est important. Et après, c'est évident, quand on est en couple, ça se réajuste. Moi, je sais que... Alors, moi, ça ne s'est pas réajusté pendant très longtemps, mais c'était très mignon parce que j'avais découvert en interrogeant une sociologue que la manière dont on fonctionnait avec mon compagnon, qui était « on ne fait pas de compte ». Je relève, c'est pour moi et tout. En fait, ça a un nom et ça s'appelle le don réciproque. Et c'est vraiment comme ça que les couples fonctionnent au début de leur relation. C'est le côté un peu l'amour fou, machin, vas-y, non, c'est pour moi, non, attends, je paye, etc. Et puis à un moment, normalement, on devient un peu adulte dans une relation, on se dit, bon, bah là, on emménage ensemble, donc on va commencer à faire les comptes. Nous, on avait raté ce moment-là. On l'a rattrapé depuis, mais on l'a vraiment raté pendant pas mal d'années. Et c'est là où, effectivement, je dis... ce côté tabou de l'argent, il faut dès le début de la relation, en fait, il faut qu'on arrive à en parler. Et le sujet du flottement sur la première addition à payer, en fait, c'est génial parce que c'est le moment d'aborder le sujet. C'est le moment de dire, ah, c'est un peu gênant comme moment. Et bah, allons-y, parlons-en, genre, ah ouais, bah en fait, je sais pas, est-ce que tu préfères que je paye? On peut se dire les choses très franchement et très, voilà. Et ce matin, j'écoutais Manon Garcia sur le consentement sexuel, et donc je dis, en fait, c'est la même chose. Elle disait, il faut réinventer
un alphabet, une grammaire de la discussion sexuelle. J'ai dit, déjà, il faut réinventer cette grammaire de la discussion financière qu'on ne sait pas mener entre nous. Oui, c'est la question de la fameuse liberté. Du coup, on la met où, on la place où et à quel endroit? Effectivement, parce que quand on suit Gwendoline, elle est très fière, par exemple, avant même de rencontrer qui que ce soit, de vivre seule, d'être en appartement, de s'autonomiser, d'être indépendante de ses parents. Et là, dès le départ de là, alors que son frère, évidemment, reste dans le confort familial, donc le repas payé, le logement pris, etc., etc. Et là aussi, ce sont des signes. Où est-ce qu'on place notre liberté? Parce que nous, en tant que femmes, on a toutes été très fières d'avoir notre premier petit cocon qu'on gérait nous-mêmes, etc., etc. Donc, le vrai mot liberté, on doit aussi se le poser à nous-mêmes. La liberté de payer quand il y a une égalité financière, la liberté de vivre seule. Qu'est-ce que tu mets derrière tout ça? Ouais. Sur la question de à quel moment on part de chez les parents, c'est un des sujets qui m'intéressait. En fait, dans ce qui m'a intéressé quand j'ai fait le livre, c'était de voir comment des décisions qui sont complètement personnelles, qui se font, voilà, c'est votre histoire. Le jour où vous êtes parti de chez vos parents, pourquoi, dans quel contexte, comment ça s'est fait, etc. Vraiment, on se dit, ça c'est mon histoire. Et en fait, on a très peu conscience que cette histoire a un aspect économique. Et très souvent, quand on parle d'économie, on est sur le marché du travail, etc. Et on ne se rend pas compte, mais parce qu'on n'a pas d'éducation financière, que des décisions comme le moment de partir de chez vos parents est une décision économique qui va impliquer des conséquences sur du très long terme. Et moi, j'en suis rendu compte vraiment en travaillant sur le livre, en me disant que quand j'ai pris ce personnage de Gwendoline, que j'ai appelé Gwendoline parce qu'à peu près personne ne s'appelle Gwendoline, c'était bien, en fait, Gwendoline, ça avait un avantage. Je l'aurais appelée Nathalie ou Léa, ça la situait vachement générationnellement. Et en fait, Gwendoline, dans le livre, elle a un pouvoir magique, c'est qu'elle est toujours au temps présent. Elle part de chez ses parents en 2022, elle part à la retraite aussi en 2022. C'est toujours parce que je voulais avoir les derniers chiffres pour vraiment qu'on ne puisse pas m'attaquer en me disant « oui, mais les statistiques, c'était comme ça il y a 30 ans, mais ça a vachement changé ». Donc je me suis dit « ok, c'est pas grave, elle sera tout le temps au temps présent ». Et donc, je sais à quel moment je vais commencer la vie de Gwendoline. Donc, je la commence même avant, parce que je la commence sur l'argent de poche. Et j'avais vachement hésité. Je me suis dit, l'argent de poche, pas très intéressant et tout. Et donc, en faisant les recherches, je me rends compte qu'en fait, il y a une vraie différence d'argent de poche entre les filles et les garçons. Et c'est les chiffres vraiment, je crois, c'est effectivement ceux de 2022 que j'avais trouvés. Et qui sont, pour la France, donc les filles touchent moins d'argent de poche que les garçons. Mais avec des grosses différences. On est quasiment autour de 10 € de différence par mois. Et je me dis, mais c'est pourquoi? En fait, il est évident que c'est pas parce que les parents préfèrent leurs garçons. Non. Donc, qu'est-ce qui va justifier ça? Et en fait, les gens qui ont mené cette étude-là, quand ils ont interrogé les parents et les enfants, se sont rendus compte que les garçons demandent plus souvent des augmentations d'argent de poche que les filles. Je dis, ok, donc là, il y a quand même un truc hyper intéressant. Là, il y a un vrai sujet. Et moi, ayant des garçons, je sais qu'effectivement, ils ont une facilité, une aisance à demander des augmentations que clairement, je n'avais pas auprès de ma mère. Tu vois, j'étais, ma pauvre mère, déjà, c'est tellement sympa de sa part de me donner un peu d'argent, etc., que les autres sont prêts à me saigner, tu vois, pour avoir plus. Donc, il y a quand même un truc... Donc voilà, les garçons demandent plus souvent, ils réussissent à obtenir, etc. Et donc en fait, le différentiel à la fin de l'adolescence, il est vraiment très important. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les parents vont dépenser autant pour les filles et pour les garçons, mais pour les filles, ils vont le faire davantage sous l'angle des cadeaux. Donc, en fait, ça se retrouve beaucoup aussi, genre pour Noël ou les anniversaires. Facilement, les grands-parents ou la famille va, pour un petit garçon, lui donner un billet, lui donner de l'argent, dire tiens mon petit gars, t'en feras ce que tu veux. Et une fille, on va lui demander qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et il y a l'idée de faire un cadeau à une petite fille. Et donc la petite fille, elle veut quelque chose, elle sait que pour l'obtenir, elle doit passer par quelqu'un d'autre à qui elle va demander. Le garçon, il a son argent et après il gère quoi. Il le dépense pas, il en fait ce qu'il veut. Et donc ça veut dire que le rapport déjà à l'argent et derrière ton rapport au monde est pas le même. Et c'est marrant. Enfin, j'ai fait une rencontre le week-end dernier c'était animé par une amie à moi, Cécile Coulon, qui est romancière, qui a deux frères, et on parlait de cette histoire d'argent de poche, et donc elle me dit, moi c'est exactement ça, mes frères avaient plus d'argent de poche, et l'explication de la mère de Cécile était de dire, ouais mais nous, tu nous coûtes vachement cher en livres en fait.
Elle me disait, bah oui, évidemment, eux, ils lisaient pas, donc on leur achetait pas de livres, mais du coup, j'avais moins d'argent de poche parce que moi, on m'achetait des livres. L'arnaque était complète. Je dis, oui, effectivement, mais je vois très facilement comment, si on n'y fait pas attention en tant que parent, on peut rentrer dans ce système-là. Donc ça veut dire que déjà à ce moment-là, Gwendoline, elle accuse un déficit, quoi. Il y a déjà un truc, voilà, dès le départ, il y a un truc qui ne va pas. Et autre anecdote, la semaine dernière, j'étais interviewée par des très jeunes adolescentes de 13 ans qui avaient lu Le couple et l'argent. Alors, j'étais genre, waouh, ok, le niveau, j'ai un fils qui a 13 ans, hein, clairement, il ne l'a pas lu. Je pense que tant que je n'aurais pas fait la version manga, il ne le lira pas. Donc, j'étais là, genre, waouh, ok, les filles. Et donc, il y en avait une qui m'a dit, bah, moi, j'ai fait le test dans mon collège, j'ai fait un sondage pour savoir combien il y avait d'argent de poche, etc. Et donc, je me suis dit, ah, ça se trouve, elle va me dire que mes chiffres sont complètement faux et tout. Et elle m'a dit, bah, non, effectivement, on a 13 ans et en moyenne, les filles ont 9 € d'argent de poche par mois et les garçons ont 17 €. Je suis waouh, ok. Et en fait, évidemment, c'est ce que je dis, c'est ce que j'explique aussi. Pour le coup, c'est une inégalité économique dont on ne parle pas, qui est complètement invisible et auquel les enfants ne pensent pas, tu vois. Quand tu es une petite fille de 13 ans, à part si tu as lu mon livre, mais ce qui est vraiment rare, tu te dis pas genre, ah, je me demande si les garçons, ils n'ont pas plus d'argent de poche que moi. Donc non. Donc il y a ça. Donc voilà. L'inégalité, elle commence très très tôt, elle se modèle très très tôt dans le rapport à l'argent et dans la légitimité à demander de l'argent ou à exiger de l'argent dans le cas de mes enfants. Ils ne demandent pas, ils exigent. Et ensuite, cette idée de partir de chez soi, et ça a une conséquence économique, ça aussi c'est hyper intéressant. Il se trouve que dans toute l'Europe de l'Ouest, et depuis très très longtemps, ça a même des origines du paléolithique, les filles partent de chez les parents plutôt que les garçons. Il y a une différence, en gros, elles vont partir vers 22 ans et les garçons plutôt vers 23-24. Les âges changent selon les pays, mais le différentiel est toujours là, les filles partent plutôt que les garçons. Donc Gwendoline, elle part, elle se dit « waouh ». Trop cool, moi je suis indépendante, etc. Et évidemment que le fils qui va rester plus longtemps, tu peux dire ouais c'est un Tanguy, il va se prendre des vannes pendant 1 an à la maison. Il n'empêche que il paye pas de loyer, qu'il fait des économies, qu'on lui fait son linge, etc. En fait, il est plutôt pas mal. Et pourquoi les filles font ça? Parce que ce qui est un très mauvais calcul économique, c'est qu'elles ne font pas de calcul économique et qu'en fait elles le font pour échapper au contrôle social. Et c'est là effectivement on rejoint cette idée de liberté. C'est-à-dire que les filles, on va plutôt quand même contrôler un peu « Ah, t'es rentrée très tard quand même samedi soir, et qu'est-ce que t'as fait, etc. » Là où les garçons, on va les laisser plus tranquilles. Ça se retrouve notamment dans les punitions. Il y avait eu une étude qui avait montré que les punitions à l'adolescence étaient très genrées. Les filles, on les punit en les privant de sortie, et les garçons, on les punit en les privant de jeux vidéo. On en tire les conséquences qu'on veut, mais ça dit quand même quelque chose. Et donc, les filles voulant échapper au contrôle social de la famille et des parents, effectivement, ont intérêt à partir tôt. Mais elles partent, elles sont un peu plus précaires d'un point de vue financier. Mais elles en sont hyper fières. Alors que, mauvais calcul, les filles. C'est inné. Alors, je reviens avec ce petit chemin par rapport aussi à l'argent de poche, parce qu'il y a un truc que moi j'ai découvert dans ton livre et qui est devenu comme un truc, je fais, quoi, vous connaissez pas la taxe rose maintenant? Enfin, c'est énorme cette histoire. Donc, pour situer rapidement, mais tu expliqueras ça mieux que moi, c'est qu'il y a une différence aussi entre, par exemple, le rasoir jetable rose et le rasoir jetable jaune, donc qui est le jaune destiné aux garçons ou le gris et le rose destiné aux filles. Et donc il y a ce fameux différentiel aussi des chaussettes roses ou de tout l'univers féminin plus cher, et donc, qui s'appelle réellement la taxe rose. Et donc pour moi c'est une vraie révélation parce que du coup les jouets pour filles sont souvent plus chers, les vêtements, les shampoings. Enfin, donc on est même encore avant l'argent de poche dans cette politique de tu nous coûtes plus cher. Et donc, est-ce que tu peux un peu parler de ça? Parce que moi, sincèrement, avant ton livre, je n'en avais jamais entendu parler. Non. Alors que moi, au départ, je m'étais dit je vais peut-être enlever ce passage-là. Et voilà. C'est mon éditrice m'avait dit mais moi, je connaissais pas du tout. Je dis mais tout le monde connaît ça, Sophie. Non. Sophie et Edith, non. Bon, alors moi, vraiment, je pensais ça va. Mais après, c'est aussi très dans le féminisme. À un moment, on entend beaucoup parler d'un sujet, et ça avait été le cas à un moment sur la taxe rose, puis après il disparaît complètement, on n'entend plus du tout parler. Et donc la taxe rose, effectivement, donc ça a été très documenté. Moi pendant longtemps j'ai fait le test quand j'allais dans des magasins de jouets, cette période est révolue maintenant, mais je regardais et c'est typiquement le réveil pour enfants, et il y aura un rose, un bleu, le rose il est plus cher que le bleu.
C'est effectivement le cas avec les rasoirs jetables. Ça avait été démontré aussi. C'était chez Monoprix. Les lots de 10 rasoirs, c'était le même rasoir, il n'y avait que la couleur qui changeait. Le rose était plus cher. Il y a une raison. En fait, il y a pas, c'est pas juste, tu vois, d'un point de vue machiavélique, les gérants de supermarchés qui disent elles vont payer plus cher. Non, pas du tout. Il y a une vraie raison économique qui est que, en fait, ils achètent en gros et que le rose, on en vend moins que du bleu. On sait que le réveil rose, on va en vendre moins que du réveil bleu. Et donc, de fait, on va le payer plus cher quand on va l'acheter en gros parce qu'on va en prendre une plus petite quantité. Donc, on répercute le prix, ce qui paraît absolument logique. La question est pourquoi est-ce qu'on vend moins du rose que du bleu? Et en fait, c'est vraiment le Simone de Beauvoir de base qui est que le bleu, c'est le masculin et le masculin, c'est l'universel. C'est-à-dire que le rasoir bleu ou le réveil bleu, il n'est pas perçu comme connoté, genre, il est bleu. Le réveil rose, c'est un réveil de fille. Il n'est pas juste rose, c'est un truc de meuf. Et donc, voilà, ça fait que des femmes ou des filles peuvent acheter des objets bleus, donc tu multiplies. À l'inverse, le petit garçon va moins te demander le réveil rose, il va le faire quand il est vraiment tout petit et totalement pur, innocent et inconscient, et arrivé à l'âge de 8 ans, il va te dire « je préfère le rose, mais achète-moi le bleu ». Voilà. Mais parce qu'il a compris qu'il y avait aussi, il y a la tux rose et il y a le coût social du rose pour les garçons, qui est un vrai truc. Dans la cour d'école, bah ouais, avoir des trucs de filles, quand t'es un garçon, c'est compliqué. C'est moins compliqué quand tu es une fille d'avoir des trucs de garçon. Donc il y a une raison économique à cette taxe rose, mais qui fait qu'effectivement, si tu mets ça plus, Gwendoline, je raconte tout ce qu'elle dépense en produits pour correspondre aussi à des attentes physiques, trucs d'épilation, les cheveux, le maquillage, etc. Mais tout ça, ça coûte quand même assez cher au final. Bon bah voilà, elle, même avant effectivement de partir de chez ses parents, elle a déjà un déficit, ça lui coûte beaucoup plus d'argent. Elle accumule les déficits. Alors, on va revenir un peu dans nos couples. Les bébés sont les bienvenus. Filles ou garçons? Je vois pas, y a pas je suis perdue, il n'y a pas du rose ou du bleu sur cet enfant. Il est blanc. Alors oui, on va revenir aussi à la notion des dépenses, parce que ça, c'est un truc assez fondamental, et je pense que toute personne même qui n'a même pas lu le livre connaît l'histoire du pot de yaourt qui a été la révolution dans ton livre, je pense. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du grâce à ça, c'est clair pour toutes et tous. Et si vous ne l'avez pas encore, mais alors là, vous tenez le truc de votre vie. Parce qu'il y a celui qui fait des grosses dépenses, donc le loyer, la voiture, et puis il y a celle en général qui gère les petites dépenses. Et les lessives, les goûters, les pots de yaourt, les anniversaires, etc., les fournitures scolaires, etc. Et donc, ce qui crée aussi une différence, c'est que si, disons, partons du principe qu'à un moment donné, il y a séparation et que la voiture était payée par l'homme, le pot de yaourt, on a beau accumuler les pots de yaourt dans les sacs poubelles, ça va pas, il n'y aura pas de traces. Donc il y a aussi cette notion de l'avoir qui est très présente dans ton livre et que je trouve vraiment intéressante, parce que quelque part, l'érosion se passe aussi à cet endroit-là, à l'accumulation du gros. Bah, sur les mécanismes de... Alors, vraiment, c'est très étudié. La vie en couple dans les couples hétéros appauvrit les femmes et enrichit les hommes. Alors, il y a des fois, c'est l'inverse. Et pour être complètement transparente, en fait, la vie en couple accentue les inégalités. Donc, il y a des fois, il y a des couples, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver, où la femme gagne plus et où, en fait... Le plus petit revenu est toujours de plus en plus défavorisé. Si c'est l'homme le plus petit revenu, ça peut arriver, effectivement, il va être de plus en plus défavorisé. C'est un des premiers chiffres sur lesquels je suis tombée quand j'ai travaillé sur le sujet, c'était donc, je connaissais assez bien les inégalités de salaire. On les connaît, elles sont grosso modo, c'est assez stable, voilà, on fait beaucoup de campagnes là-dessus, mais bon. J'ai découvert un autre chiffre qui est l'inégalité de patrimoine. Et le patrimoine, c'est ce qu'on possède pour de vrai. Ce n'est pas la fiche de salaire, c'est ce que vous possédez, ce qui fait votre richesse. C'est ce que vous pouvez léguer après. Et donc les inégalités de patrimoine, en France, sur les 20 dernières années entre hommes et femmes, elles ont doublé. Elles étaient de 9%, elles sont passées à 16%. Donc ça veut dire qu'à un moment où les inégalités de salaire ont plutôt stagné, on va dire ça n'a pas bougé, en revanche l'inégalité de patrimoine, elle a quasiment doublé. Donc là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? J'y connais pas grand-chose en économie, mais là, quand même, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et
une des raisons de ça, c'est notamment qu'on n'a absolument aucune culture financière. On n'a pas d'éducation financière à l'école. Donc, on va avoir une éducation financière qui dépend de ce que vos parents vont vous apprendre. La plupart des gens n'ont pas des parents. Moi, du coup, de fait, je n'ai eu aucune éducation financière. Et c'est vraiment autour de moi, j'ai une amie, tu vois, qui a eu une vraie éducation financière. Il se trouve que c'est celle qui est en couple hétéro qui gagne plus que son mec. Il y a sans doute un lien entre les deux. On l'entend dans le podcast d'ailleurs, mort l'argent. Et donc, le fait qu'on n'ait pas de culture économique et financière, c'est quand on se met en couple, on est très amoureux, c'est super tout ça, on n'ose pas trop parler d'argent. Au mieux, on va faire un petit budget ensemble vite fait. Et on pense qu'1 euro, c'est 1 euro, quoi. Et on va se partager les dépenses. En fait, non, 1 euro, c'est pas 1 euro et toutes les dépenses ne se valent pas. Alors, effectivement, c'est un truc hyper simple d'économie de base, mais qu'on aurait dû nous apprendre. Et vraiment, beaucoup de femmes m'ont dit si j'avais su avant. Il y a 2 types de dépenses quand vous faites un budget. Il y a les dépenses qui ne valent rien. Donc, c'est les courses, c'est les pots de yaourt, c'est l'électricité, c'est tous ces trucs-là, ça vaut rien. C'est vraiment, vous ouvrez la fenêtre, vous jetez vos billets de banque, ils ne reviendront pas, quoi. Et puis, il y a les dépenses qui font du patrimoine. Et donc, ça va être remboursé un crédit immobilier, par exemple. C'est quelque chose qui va vous appartenir après et vous enrichir. Pourquoi Thomas Piketty est aussi connu comme économiste? C'est l'économiste qui a montré que pendant très longtemps, on a cru, enfin très longtemps, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, on était dans une économie du salaire, du salariat, et on a cru que le principe du salaire allait faire que ça allait résorber les inégalités dans nos sociétés. Et les travaux de Piketty ont montré que pas du tout et que les inégalités entre les riches et les pauvres étaient de plus en plus importantes dans nos sociétés, si on reste vraiment en Europe occidentale, et que c'était lié à la question du patrimoine. Et donc, en fait, les enjeux d'inégalité financière se jouent sur le patrimoine dans nos sociétés et pas tellement sur les salaires. Et donc, dans les inégalités de patrimoine, effectivement, la vie à deux, vu la manière dont on s'organise, la plupart d'entre nous, ont tendance à aggraver ça. Donc ça va être cette logique. Moi, dans mon livre, je dis Gwendoline, elle rencontre un type qui est super d'ailleurs, Richard, ils sont très amoureux. Richard, il est très sympa. Richard, c'est un bon mec, il est déconstruit. Il a lu Mona Chollet, il est vraiment au taquet. Il y va, on va réinventer le couple hétérosexuel, c'est super. Et il veut faire des tâches ménagères et tout ça et machin. Ça, c'est le début de la vie en couple. Après, ils ont un enfant. Ça, ce qui déjà, d'un point de vue économique, est un choix discutable. Surtout pour une femme. Et donc, ils ont un enfant, et puis un deuxième, et puis à un moment, ils se disent « Ah, bah, et si on achetait ?» Alors là, je peux te déplier, je peux te faire le petit dépliant de les arnaques, mais c'est pas que Richard arnaque délibérément Gwendoline. Tout ce qu'il lui propose, il le fait vraiment en se disant « Ouais, je pense que je suis sympa en proposant ça. Je suis un bon gars. » Donc, premier enfant. On sait qu'il y a une inégalité absolument terrible entre les mères et les pères, c'est-à-dire que les mères qui viennent d'avoir un enfant accusent un retard de carrière et de salaire qui est documenté, qu'on voit tout de suite. En revanche, les pères, soit ça n'impacte pas leur carrière, soit mieux, il y en a beaucoup qui ont un boost de carrière. Et donc les études montrent que les jeunes pères, dans les 2 années qui suivent la naissance, vont avoir des promotions et des augmentations de salaire, qui sont liées en fait à un truc, alors c'est là où on a tous et toutes des choses à déconstruire, qui va être que la femme qui a un enfant, on se dit, on ne va pas lui proposer un nouveau poste, plus de responsabilités, la pauvre, elle a déjà beaucoup à faire. Oui, mais et qui a un truc, c'est pas méchant, tu vois, c'est vraiment genre, on la préserve un peu. En revanche, le mec qui vient d'avoir un bébé, ça y est, il est responsable, on peut lui confier des responsabilités, il est temps qu'il monte un peu, etc. Et donc, en fait, les hommes qui ont des enfants font des meilleures carrières que les hommes qui n'ont pas d'enfants. C'est quand même assez notable. Ce qui est l'inverse pour les femmes, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, ils ont un enfant, boost de carrière pour Richard, etc. Et puis il va y avoir la question, par exemple, de passer à temps partiel, qui peut être un choix, qui est un choix que moi d'ailleurs j'ai fait, se dire, Gwendoline se dit, oui, j'ai envie de m'occuper des enfants, tout ça, je bosse plus le mercredi. Donc là déjà, pareil, c'est un choix qu'on fait vraiment sans se dire, le jour de ma retraite, peut-être je regretterais d'avoir fait ce choix. Non, pas du tout. Jamais on pense à ça. On se dit, ça va être super, je vais pouvoir m'occuper des enfants le mercredi, etc. Alors, il faut voir que ce que ça implique de prendre un temps partiel, quand on est mère de jeunes enfants, c'est pas trop qu'on va faire des ateliers pâte à modeler hyper sympas avec les enfants. C'est plutôt qu'on va les faire la queue à la mairie
pour remplir le dossier, pour des prestations sociales, pour la cantine, pour des activités pour les enfants, etc. Qu'après, on va les emmener. Il y en a un qui a judo, il y a l'autre qui a dessin. Et puis, entre les deux, tiens, j'ai 25 minutes de pause, je vais pouvoir aller au supermarché, racheter les yaourts. Et puis, tiens, je vais en profiter pour passer à la poste parce qu'il faut absolument envoyer le recommandé. Et enfin, voilà. Donc, la journée ressemble plutôt à ça, le mercredi. Et donc, c'est quand même une journée que les femmes, elles sont à temps partiel, mais en fait, elles travaillent ce jour-là. Mais elles travaillent pour la maison. Donc, elles vont gérer l'administratif, elles vont faire le ménage, etc. Toute chose qui permet que, dans le cas de Gwendoline et Richard ne s'en occupe pas. Et Richard ne voit même pas qu'il s'en occupe pas, puisque ces choses n'existent pas pour lui. Elles sont totalement invisibles. Le mercredi soir, il demande « C'était sympa ta journée ?» Elle fait « Ah, c'était un peu compliqué », mais il ne voit pas tout ce qu'elle a fait, par définition. Mais juste lui, c'est aussi pour ça qu'il peut avancer sa carrière, c'est parce qu'il a quelqu'un et le système, et c'est pas la faute de Richard, mais le système, le marché du travail à l'heure actuelle est organisé pour des hommes qui ont des enfants et surtout qui ont des femmes qui s'occupent de ces enfants. Et vraiment, c'est fait comme ça. Dans les choses qui montrent ça, tu vois, c'était pareil, dans les petites études que j'aime bien, il y en avait une qui montrait, notamment dans le secteur privé, dans les entreprises, il y a un moment dans la semaine qui est hyper important, qui est le vendredi 19h. Alors c'est la France, donc nous à 19h on est au taf, hein, c'est comme ça. Ça sert à rien, mais on est là. Donc vendredi 19h, c'est un moment super important, parce que c'est le moment où on se lâche un peu, on commence à discuter, on dit « Ah, mais t'es au courant, machin, de tel service, en fait, il va partir, il va démissionner, ah, ouais, donc le poste va être libre. » Enfin, et donc, on a des discussions, une forme de socialisation au travail qui est un peu différente. C'est là où, en fait, on se fait du réseau. Mais sans se rendre compte que c'est du réseau, mais en fait, c'est ça qui est en train de se passer. On obtient des informations, etc. Qui n'est pas au travail le vendredi 19h ? Gwendoline, elle n'y est pas, parce que si elle y était, Richard n'y serait pas. Et donc, elles ont dans les pénalités invisibles pour les femmes, il y a ça, par exemple. Il y a le fait de ne pas accéder à ce qu'on se dit le vendredi 19h. Et je pense que c'est le genre de choses qui ont des vrais impacts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes d'interdire des réunions ou vraiment dire, genre, en fait, arrêtez d'être au travail à cette heure-là, pas juste parce que c'est pas, tu vois, Richard, il faut se reposer, c'est aussi parce que ça accentue les inégalités. Donc, il va y avoir ça dans les autres choix. Si on fait vraiment toutes les inégalités possibles, on s'est rendu compte d'un truc. Alors, c'est une étude qui partait pas du tout sur les inégalités femmes-hommes, c'était une étude sur le temps de trajet maison-travail. Et les statisticiens qui ont travaillé là-dessus décortiquent les résultats et se rendent compte, ah bah tiens, en fait, sort un truc, les femmes ont des temps de trajet maison-travail moins importants que les hommes, quoi. Mais vraiment moins importants, quoi. Je ne sais plus ce que c'était, mais genre elles avaient 20 minutes et ils avaient 40 minutes, quoi. Je dis, mais comment ça se fait ? En fait, c'est évidemment parce que, une fois qu'elles ont eu des enfants, les femmes s'organisent pour être disponibles pour les enfants, pour être disponibles s'il y a une urgence. Et donc, typiquement, sur une recherche d'emploi ou une proposition de poste, un poste qui a des super débouchés, qui est peut-être mieux payé, qui est vraiment pas mal, mais c'est trop loin. C'est trop loin de la maison. Et donc, plus facilement, Gwendoline va dire, bah non, en fait, je le prends pas. Et Richard, lui, va se dire, waouh, super opportunité, j'y vais. Donc, et ça aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des décisions complètement individuelles qu'on prend en se disant, bah oui, c'est mon choix personnel. Gwendoline, elle se dit, c'est mon choix personnel. Oui, mais c'est marrant parce que c'est le choix que les femmes font à l'échelle de la société et qui a des conséquences après, en fait, sur des inégalités au sein du couple. Donc, il va y avoir ça. Donc, tu vois, si tu fais tous ces trucs-là, plus, alors, on le sait très bien, hein, les femmes sont dans des secteurs, en général, professionnels, moins bien payés, blablabla. Elle a quand même, au bout d'un moment, ils ont commencé tous les deux leur carrière professionnelle, Richard et Gwendoline, ils étaient au salaire minimum, donc il n'y avait pas trop de différence. Bon, bah, arrivé à 38 ans, tu commences à dire, wow, en fait, on n'a vraiment plus du tout la même fiche de paye. Et c'est le moment où on se dit, bah, tiens, acheter un appart et tout. Et Gwendoline, elle dit, waouh, mais en fait, là, moi, le crédit pour l'appart, juste, je ne peux pas suivre. Et Richard, il est sympa. Et il lui dit, il n'y a pas de souci, Gwen, je paye. Elle dit, waouh, merci. Et ils sont là, on a réinventé l'amour, quoi. Vas-y, Mona. Bah ouais, super. Et donc, il paye et elle se dit, bah ouais, bah moi, donc, je vais peut-être payer plus les courses quand même pour compenser. Voilà,
petit salaire paye petites dépenses, gros salaire paye grosses dépenses. Et c'est vraiment totalement, excusez-moi, c'est vraiment idiot, quoi. Mais tout le monde a fait ça. Il y a vraiment la plupart des couples. Alors, j'ai eu plein de variantes différentes. Il y a eu une génération plus âgée où j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit « Oui, alors moi, c'était ça, effectivement. Le deal, c'était que je payais tout ce qui était les factures d'électricité, etc. Et lui, il payait le crédit. Enfin, on payait tous les deux la maison, mais je payais les factures et il payait le crédit. » Ouais. Ça vaut pas la même chose. C'est la même chose que ça dit à vous. Et j'avais eu un autre exemple. Alors, c'était vraiment à la sortie du livre. J'avais fait une conférence comme ça et une jeune fille était venue me voir à la fin, mais genre la vingtaine. Je me suis dit bon, tu vois, pas trop une Gwendoline. Qu'est-ce que ça lui parle pas, les pots de yaourt, elle ne les paye pas. Et elle me dit bah si en fait, avec mon copain, on a prévu de faire un tour d'Europe en van, la jeunesse. Et elle me dit, bah, donc le deal, c'est lui, il achète le van et moi, je paye l'assurance. Et ben en fait, on va peut-être en rediscuter. Et je dis, wow, mais c'est fou, en fait. Et spontanément, et elle était là, genre vraiment, il est sympa de payer le van, quoi. Au départ, elle dit, bah, en fait, non. Je vais lui dire non. Même si, donc la logique est que, oui, évidemment, Gwendoline, elle ne peut pas payer l'intégralité du crédit immobilier. Elle n'y arrivera jamais. Mais juste, elle peut se dire, eh ben, puisqu'elle a le plus petit salaire et c'est elle qui est a priori la plus fragile économiquement, c'est elle qui a intérêt à se faire du patrimoine, plus que Richard qui est plutôt à l'aise. Et donc de dire, bah, ok, paye moins les courses et les trucs qui ne valent rien pour pouvoir rembourser un peu plus une part de l'appartement, ça te fera quelque chose, peu importe ce qui nous attend à l'avenir. Donc voilà, et tu vois, toutes ces décisions qui sont vraiment, c'est nos vies, quoi, c'est nos vies familiales, nos vies de couple, et jamais tu te dis, oh, en fait, mauvaise. Si Thomas Piketty était là, il te dirait non, il ne faut pas faire comme ça, tu vois. Warning. Voilà, non mais. Mais avec aussi cette notion que tu disais au tout début, qui est, on n'envisage même pas qu'il y a une fin potentielle, que l'avenir ne peut pas être différent que le présent, etc. Donc la différenciation, elle est à cet endroit-là. Dans les questions à main levée, il y avait ça aussi, se dire qui paye les pots de yaourt là, vous, pour ceux et celles qui sont en couple? La personne va le dire, genre, non, si, pas moi du je tout. paye les pots de non, yaourt. mais non, moi je paye l'appart. Et l'électricité. Et tu vois, oui, c'est vrai qu'on peut demander. L'électricité. Ben oui, mais c'est pas bien non plus, c'est ce que j'ai dit. On peut être un homme et se faire arnaquer. Hein. En fait, toi, bravo. Lui, non. Ah voilà, c'est pour ça. Il y a eu un premier divorce qui explique l'éternel présent. Mais toi, dans les manières de s'organiser, il y a aussi dans ce que je décris sur l'organisation de Gwendoline et Richard, il y a notamment le fait qu'elle passe à temps partiel, qu'elle s'occupe du ménage, etc. Typiquement, ça fait économiser de l'argent. Alors, quand j'ai écrit le livre, j'avais deux objectifs. C'était un moment du féminisme. Ça fait vraiment. C'était en 2022. C'était un moment du féminisme, non, où c'était un peu. On avait mis beaucoup d'énergie à lutter contre les violences sexuelles avec des résultats mitigés, dirons-nous. J'avais beaucoup travaillé sur les féminicides avec des résultats relativement mitigés également. Et donc je me suis dit, là j'ai envie d'écrire sur un sujet où on peut vraiment concrètement. J'ai l'impression qu'on peut faire avancer les choses. Et donc, quand j'ai écrit le livre, j'avais deux objectifs qui étaient qu'on puisse articuler le niveau individuel et le niveau collectif. C'est-à-dire que niveau individuel, les gens qui lisaient le livre, ils finissaient le livre et ils puissent se dire « Ok, demain, je vais changer des trucs dans ma manière d'organiser mon budget, etc. » Donc, voilà. Deux, je peux récupérer un pouvoir sur où je vais me marier, où je vais... Enfin, mais en tout cas, je vais réfléchir à ma situation et je peux faire quelque chose pour l'améliorer. Et ça me paraissait important. Voilà, j'avais envie qu'il y ait cette idée de je peux récupérer un peu de pouvoir, moi, à mon échelle individuelle. Et l'autre niveau collectif, je t'ai dit, si Emmanuel Macron m'appelle demain... Ça n'est toujours pas arrivé, ça fait donc 3 ans que j'attends. Si Emmanuel Macron m'appelle demain, qui me dit j'ai 20 minutes, vous venez à l'Élysée et vous me proposez genre 3 lois pour plus d'égalité femmes-hommes, j'ai dit, et ben franchement, il m'appelle, alors à l'époque, il m'appelle là tout de suite maintenant, je lui dis quoi? Et vraiment le truc qui me venait, c'était genre abolir le patriarcat. C'est peut-être un peu vague, tu vois. Peut-être que ça va pas tout de suite là. Non.
Et donc j'avais envie d'avoir des propositions de loi hyper concrètes à faire, et je trouvais qu'on était à un moment où ça nous manquait un peu dans les mouvements féministes. Et donc dans les choses, il y avait, et alors je me suis renseignée, c'est donc la même chose chez vous, il y a cette idée que les impôts sont conjugalisés, alors, impôts et prestations sociales. Et donc je vais en revenir à Gwendoline et Richard. En fait, le fait qu'il y ait plus il y a d'écart de revenus entre Richard et Gwendoline, plus elle fait des choses gratuitement, qui donc Richard n'a pas à faire, et en plus ils n'ont pas à payer quelqu'un. Donc le fait qu'elle garde les enfants le mercredi, ça fait économiser des frais de garde d'enfants. Elle fait le ménage, donc il n'y a pas à payer quelqu'un pour le faire, etc. Donc elle fait faire des économies au couple, et en plus, Richard bénéficie d'une niche fiscale, le quotient conjugal, qui fait qu'il paye moins d'impôts du fait qu'elle s'est mise à temps partiel pour travailler gratuitement pour lui. Je dis quand même, le système est extraordinaire. Et alors, chez vous, le quotient conjugal, il est quand même plafonné. En France, nous, il n'est pas plafonné. C'est-à-dire que plus vous êtes très très riche, plus vous avez une niche fiscale énorme si votre femme ne travaille pas. Évidemment, ça peut marcher dans l'autre sens. Vous pouvez être une femme très très riche et un mari qui ne travaille pas. Il se trouve que ça arrive très peu. Mais donc, en fait, la manière dont l'État organise nos finances accroît aussi les inégalités de patrimoine. Ça vient pas de nulle part. Alors pareil, c'est comme les gérants de supermarchés. Et Emmanuel Macron s'est pas dit « je vais faire un système pour que les femmes soient encore plus pauvres ». Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, la manière dont les couples fonctionnaient quand on a mis en place ce système d'impôt, c'était, en général, on se mariait et on faisait porte-monnaie commun. Et ça a été le cas pendant très longtemps. On mettait tout en commun. Et en fait, depuis, il se trouve qu'il y a un truc que les sociologues appellent l'individualisation du patrimoine. On est dans des sociétés, on a tendance à moins mettre en commun dans les couples. Déjà, on se marie beaucoup moins. En France, 2 enfants sur 3 naissent en dehors du mariage. Tous ces champs qui pêchent. C'est mal. Et donc, on se marie moins. Quand on se marie, on fait de plus en plus une séparation de biens, etc. Et donc, en fait, les gens fonctionnent d'une manière où ils font un peu chacun son porte-monnaie, etc. On peut mettre des trucs en commun qui sont les dépenses, mais on ne met pas nos revenus en commun. C'est moins courant qu'avant. Mais l'État social français, et donc en Belgique c'est pareil, continue à penser que les gens font comme dans les années 50 et mettent tout en commun. Et que du coup, la logique des impôts, c'est de dire si on fait une déduction fiscale à Richard, évidemment, c'est comme si on la faisait à Gwendoline, ça lui profite puisque leur argent est commun. Sauf que non, en vrai, leur argent n'est plus commun. Les gens ne fonctionnent plus comme ça. Et ça se voit très bien au moment où il y a des séparations, qui est vraiment le moment où en fait tu fais les comptes et tu vois bien que les deux ne repartent pas avec la même somme. S'ils étaient vraiment à égalité, on prendrait tout, on ferait moitié-moitié et chacun partirait avec 50%. C'est clairement pas ce qui se passe quand tu te sépares. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement, dans le livre, outre le fait qu'on suive Gwendoline, c'est qu'au bout d'un moment, tu proposes des transformations, des solutions qui parfois sont politiques et étatiques et parfois pas que. Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron ne t'a pas encore appelé, mais ça va venir. Mais surtout, il y a un phénomène de... En même temps, le temps passe là, mec. Le temps passe. Il va peut-être bientôt plus être là. Non, mais la question, elle est quand même aussi de se dire, bien sûr, il y a la politique, il y a les lois, il y a le fonctionnement, et c'est évident, mais... outre le côté plus personnel, il y a quand même aussi des pratiques qui peuvent rééquilibrer nos relations financières. Je crois que c'est important aussi de pouvoir les partager parce qu'il y a la théorie et la posture et puis il y a aussi le besoin pratico-pratique de changer, de se transformer, de penser autrement, voilà, de ne pas faire que des constats, ce que tu ne fais pas. Ce qui est ça, ouais. Alors, dans la liste, très souvent, c'est vraiment le sujet, on me dit « alors des conseils ?» Bien sûr, facile. J'ai un ordre. Il y a un ordre de bataille pour mener ce combat. Au sein du couple, en fait, le sujet de l'argent, il faut se rendre compte, et donc pourquoi on a du mal à en parler, c'est aussi que c'est un sujet qui est complètement pathologique chez tout le monde. Ça a l'air d'être hyper objectif et hyper neutre. L'argent, personne n'a un rapport neutre et objectif avec l'argent. En fait, derrière, votre rapport à l'argent, il dépend de vos parents, d'une histoire familiale, voilà, de tout un truc en général assez lourd. Et avant d'arriver sur un sujet, parce qu'il est arrivé que j'ai souvent des lectrices qui lisent le livre, qui me disent « je suis trop en colère, alors je lui ai dit, alors on ne peut plus continuer comme ça et tout ». Alors non, c'est pas la bonne approche. Non, parce qu'en fait, le sujet de l'argent, il faut imaginer, il y a un champ, ça n'a pas l'air, mais il y a des mines en dessous, un peu partout. Et là, vous avez mis le pied sur un truc et paf, ça explose.
Et c'est normal. Donc, en fait, mon premier conseil, c'est un truc vraiment de psychologie de base, c'est genre parler de votre rapport à l'argent dans le couple. Moi, j'ai fait le test avec mon compagnon. Je lui ai dit, ça va pas du tout, le don réciproque, gna gna gna, les factures, blabla. Et il m'a dit, alors moi, c'est simple. Et il me l'avait jamais dit, ça faisait des années qu'on était ensemble. Et il a dit, ah non, mais moi, le divorce de mes parents s'est très mal passé. Un couple qui parle d'argent, c'est un couple qui se déteste. Donc, je ne veux pas parler d'argent avec toi. J'ai dit, bah voilà. Et ben, en fait, c'était déjà vachement mieux qu'il me l'ait dit. J'ai dit, ah, ok, je comprends mieux plein de choses. Alors, je vous le divulgage, il ne veut toujours pas parler d'argent, mais il m'a dit, je signe tous les... Vas-y, fais ce que tu veux, je signe les papiers, je m'en fiche. Et donc, on a un compte commun maintenant. Il n'a jamais demandé la carte bancaire du compte commun. Donc, lui, il continue à payer avec son compte des trucs de la maison. Et il n'y a que moi qui gère le compte commun, mais il met de l'argent dessus. Bref, absurde, mais son choix. Donc, le premier sujet, c'est parler. En fait, demandez-vous aussi, genre, vous, c'est quoi votre rapport à l'argent? Et dans les couples, alors vraiment, théorie de base, il y en a toujours un des deux qui est plus flippé. C'est celui que j'appelle le flippé du fric que l'autre. Et tout le monde sait très bien qui c'est. Et ça, c'est vraiment hyper drôle. Il y a en général assez peu de doutes pour dire, oh, c'est moi. Non, c'est moi. Non, les deux savent, genre, ok. On va pas poser la question de qui est le flippé du fric ici. On le sait, et en fait, voilà, mais c'est des choses comme ça. Mais c'est bien de s'en rendre compte, de pouvoir en parler, de se dire, ok, voilà pourquoi toi, ça te met même mal à l'aise qu'on en parle, voilà pourquoi tu as l'impression que tu vas te faire arnaquer. Enfin, donc, il faut d'abord déblayer. Donc, vraiment, allez-y, discussion psy, nanana, tes parents, ta mère, blabla. Bon, on y va. Une fois que ça, c'est fait, il y a, on peut maintenant, on a tout mis à plat, c'est déminé, on peut parler de comment on va s'organiser. Et donc là, en fait, ce qui était important pour moi quand j'ai écrit le livre, c'est de dire, je n'ai pas... c'est pas une conférence TEDx. Je vais pas vous dire, genre, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment, le but, c'est que les gens aient assez d'informations pour faire leur propre choix et décider de comment ils organisent leurs finances. Mais c'est là où, pour le faire, il faut déjà avoir des connaissances financières un peu de base. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est lisez. En fait, maintenant, il y a plein de ressources sur l'éducation financière pour les nuls. Il y a des comptes Instagram, il y a des newsletters, et notamment pour les femmes, il y a énormément de contenu qui n'existait pas il y a quelques années, c'est vraiment récent. Donc vous avez plus d'excuses de dire oui, mais j'ai jamais compris, on m'a jamais expliqué. Il y a vraiment, ça se trouve partout. Donc renseignez-vous, faites-vous une culture financière. Et après, en couple, vous faites des choix. Et ce qui est hyper important de se rendre compte, c'est que comme on va voter à des élections, on va voter notamment pour une politique économique. On va voter à droite, on va voter à gauche. Voilà, on fait des choix économiques. En fait, dans un couple, c'est exactement la même chose. Vous faites des choix, mais en général, on ne se rend pas compte. Et c'est à vous de vous demander, est-ce qu'on va être un couple de gauche ou un couple de droite? Et il n'y a pas de genre, l'un des deux, c'est mieux que l'autre. C'est vraiment, vous faites vos choix, mais juste en avoir conscience. Moi, il se trouve que il y a beaucoup de couples, notamment avec des gens de gauche dedans, où j'ai dit, en fait, c'est marrant parce que finalement, le fonctionnement de votre couple est un peu de droite pour des gens très de gauche. Et parce qu'on pourrait se dire, on peut choisir dans un couple de ne se partager que les dépenses. Chacun garde ses revenus, mais on met en commun les dépenses. Et là, on décide, ok, si toi, tu gagnes 20% de moins que moi, tu peux dire tu payes 20% de moins des dépenses. Vous pouvez aussi vous dire, ouais, mais attends, je fais 2 heures de ménage de plus que toi. J'ai pris un temps partiel, c'est pour ça que je gagne 20% de moins, mais donc c'est aussi un apport financier que je fais. Donc je considère que ça vaut quelque chose et que non, je ne vais pas payer 20% de moins, je vais payer 40% de moins parce que moi, j'apporte quelque chose à la maison autrement. Ça, c'est à discuter. Mais donc ça, c'est si vous répartissez que les dépenses. Mais vous pouvez vous dire, on peut se répartir, en fait, se redistribuer les richesses. En fait, un couple de gauche, et là, autant dire, je n'en connais aucun. C'est redistribution des richesses, mais dis donc... Mais tu es un militant d'extrême gauche et tu redistribues comment les richesses au sein de ton couple? Et alors là, vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui redistribuent. Enfin, redistribuer les richesses, tu voudrais dire quoi? Que je lui mon argent et je lui donne... Ah bon? Bah, c'est des choix à faire. Mais après, vraiment, ça se discute. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? C'est pareil, quand vous vous mariez, beaucoup de discussions sur le gâteau, le buffet, le truc, le machin. Non, on s'en fout. Mais alors vraiment, le contrat, c'est la seule chose importante. C'est le contrat de mariage.
Donc voilà, c'est réfléchir à tous ces... Et juste avoir les outils pour faire les choix qui vous correspondent le mieux, et sachant que vous ne serez peut-être pas complètement raccord et qu'il faut en discuter. Après, ça se négocie. C'est une coalition gouvernementale, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Tu plaides, tu dis « Ah bah, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. » mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, ouais, on est un mini-gouvernement et on est deux là-dedans, et qu'est-ce qu'on décide de faire et quel modèle de couple on a envie d'être. Oui, donc grosso modo, c'est à la fois un dialogue permanent et une vraie éducation, parce que ce que tu dis là, c'est qu'il faut quand même être aussi documenté. Donc, dans la version poche, pas du tout pour pousser la vente à la version poche, mais Titu a repris... Non, acheter le grand format, je touche plus d'argent, évidemment. Mais dans la version poche, il y a une espèce de petit guide manuel, parce qu'au bout d'un moment, tu nous as aussi prémâché le travail. Enfin, je veux dire... c'est ça, c'est de dire, oui, comment tu organises les choses. C'est, par exemple, sur la question des tâches ménagères, qui est quand même un vrai sujet, et de la manière dont ça engendre des inégalités économiques, c'est nos modes de vie à l'heure actuelle poussent à peu près tous les couples. Et alors, parfois, on me dit « Ah ouais, mais c'est cool les couples hétéros, est-ce que c'est pareil dans les couples de femmes, etc. » En fait, on va retrouver un peu la même chose, c'est-à-dire que le système nous pousse à la spécialisation quand on a des enfants. En fait, on est dans des vies, on est tellement pressurisé qu'à un moment, on veut le truc le plus pratique et le plus efficace. Et le plus efficace, on le sait, c'était le cas dans Travail à la chaîne, c'est de se spécialiser. Et donc, assez vite, quand on a des enfants, il y en a un des deux qui va se spécialiser plutôt enfant, famille, etc., et l'autre plutôt carrière, travail. Et ça se retrouve, et par exemple, le système des impôts nous pousse effectivement à des inégalités de salaire. C'est plus intéressant d'avoir une inégalité de revenus d'un point de vue fiscal. L'égalité de revenus dans un couple, c'est pas une bonne affaire fiscale. Donc, ça nous incite aussi à ça, et donc ça fait que, de fait, tu peux le retrouver dans des couples qui ne sont pas que des couples hétéros. Donc ça, je trouve ça important de le dire. Et j'ai perdu mon fil. Attends, on va trouver un autre. Je vais en trouver un autre, je vais me raccrocher à une autre liane. Et oui, et sur le travail ménager, dans les astuces, il y a une appli qui s'appelle Nipo, N-I-P-O, qui est un truc qui est pas mal. Ils ont réussi à gamifier les tâches ménagères. Mais c'est un bon outil de déclenchement d'une prise de conscience. Donc, c'est vous l'installez, vous êtes deux, mais ça marche pour les colocations, etc. Donc, les gens qui vivent ensemble installent ce truc-là. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a la liste des tâches ménagères et vous leur accordez des points. Parce que de même que 1 € que vous mettez pour une facture d'EDF, c'est pas la même chose que 1 € dans un crédit immobilier. On peut considérer que toutes les tâches ménagères ne se valent pas. Genre, passer l'éponge sur la nappe, c'est pas la même chose que récurer les toilettes. Et donc, avec Nipo, vous pouvez décider, ça vaut 50 points et ça n'en vaut que 12. Je trouve que c'est important. Parce que non, genre, oui, moi aussi, je fais tes tâches ménagères. Oui, mais en fait, tu fais que celles qui te plaisent. Donc, non, ça ne se vaut pas. Donc, vous choisissez, vous mettez d'accord, vous mettez système de points, etc. Et j'avais eu un retour notamment d'un jeune couple, et c'était lui qui parlait. Donc, c'était ça qui est intéressant. Lui m'avait dit, en fait, je ne me rendais pas compte. On a installé ce truc-là. Au bout de 2 semaines, c'était un vendredi, j'ai regardé le nombre de points qu'elle avait. Jamais. Il dit, mais en fait, je ne m'en rendais pas compte. En fait, c'est con, mais juste quand c'est un score. Et c'était un jeune, donc les jeux vidéo, tu vois, c'était sa culture. Donc, c'est fou qu'elle ait un score comme ça. Et donc, elle a dit, du coup, tout de suite, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire comme tâche qui fait vachement de points pour combler? Je dis, mais génial, mais c'est super, mais vas-y, mais moi je suis à fond pour. Et donc il avait pris conscience, ça avait visibilisé les choses sous forme de jeu, quoi. Ça ne fait pas que les gamins, du coup ça devient rigolo de faire les tâches ménagères, hein, mais voilà, ça permet de se rendre compte de choses qui sont souvent invisibles et de se dire, si moi typiquement, on en parlait avant, chez moi, je fais toujours plus de tâches ménagères, mais j'ai dit, je considère qu'elles valent quelque chose d'un point de vue économique. Donc, je ne fais pas des factures, on n'en est pas là, mais il y a des trucs, je dis, non, mais en fait, ce truc-là, moi, je ne paye pas parce que moi, je fais beaucoup plus de tâches ménagères. Donc, on s'est mis d'accord sur un truc comme ça, genre, OK, t'en fais moins ? Allez,
bah, du coup, tu vas payer plus. Mais le côté ludique est vachement important de ce que tu poses, parce que vu qu'on parle quand même depuis le départ d'un objet tabou, de quelque chose de compliqué qui peut tendre, tu l'as dit aussi avec tous les effets psychologiques, le côté que ce soit l'application, que ce soit la conscientisation, parce que c'est simplement ça à la base, il y a quand même le côté jeu et complice de la chose, je trouve, évolue beaucoup. Parce que c'est là-dessus qu'il y a quand même un gap aussi, et tu l'as dit plusieurs fois, on ne se rend pas compte. Non. Et donc c'est la conscience, d'où l'importance effectivement de circuler, d'avoir des guides, d'avoir des applis, d'avoir des conseils, d'être là. Enfin, c'est essentiel et ça a l'air de rien finalement. Oui, et il y a plein de choses, on ne sait pas qu'on ne les sait pas, puisque de toute façon, ça n'existe pas dans notre univers. Donc c'est vraiment déjà se rendre compte qu'on ne sait pas des choses, c'est une première étape qu'il faut réussir à franchir, effectivement. Donc une fois que vous avez tout ça, enfin là voilà, vous commencez à avoir des outils pour vous dire, ok, comment on organise nos finances. Et je ne sais pas combien de temps il nous reste. Combien de temps il nous reste? Ça, vous êtes bien. Hein? Non, oui, on est bien. On continue. Et j'ai perdu mon fil. Mais ça fait 2 fois. C'est bas, enfin, dis-tu. Ça va. On était sur à la fois le côté ludique, le guide, et ok, on a parlé d'argent, on est ensemble, on est au clair, les tâches ménagères, c'est 50-50, on fait le compte commun, c'est merveilleux. Et so what? Oui, non. Et puis il y a l'idée de se dire... que je trouve assez, enfin, qui me paraîtrait assez logique dans une histoire d'amour. C'est, effectivement, l'amour, ça compte pas, etc. Mais l'argent, c'est hyper pratique, ça se compte. Donc oui, l'amour, ça ne peut pas se compter. Mais alors vraiment, la tunasse, ça se compte à l'euro près, quoi. Donc là, c'est bien ça. Enfin, je veux dire, c'est un bon outil quand même. Et il peut y avoir un truc assez joli de se dire, si vous êtes la personne qui gagne plus... j'ai envie de te mettre à l'abri. En fait, j'ai pas envie que notre couple accentue des inégalités et déjà tu gagnes moins sur le marché du travail. Et j'ai envie qu'on compense les trucs. J'ai envie de te protéger. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui peut être un peu joli et sexy, un peu romantique de dire bah oui, on va essayer de compenser les choses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en détricotant tout ça, en mettant au cœur la question financière et donc ce fameux tabou, comme tu dis, ça peut recréer des liens aussi. On peut repartir dans quelque chose encore une fois, de la conscience, du partage, des choix, etc. Parce qu'évidemment, dans ton histoire de Gwendoline, ça finit pas super bien avec Richard, puisqu'elle va dans le mur pour tout, et lui aussi finalement, et avec chacun qui a la bonne volonté. Et donc ça aussi, c'est peut-être intéressant de voir à quel moment. Et c'est pas du tout pour faire une histoire tragique, dramatique de fin de séparation de couple, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Plus on accumule les tabous, plus on accumule les inégalités, plus on accumule les injustices. Et donc ça se tend dans le relationnel. Et donc on peut peut-être parler un peu de ce moment pivot où ça se sépare. Richard et Gwendoline, je suis désolée si j'ai spolié la chose, ne vont pas finir leur jour ensemble. Et dans ce cas-là, alors les mécanismes deviennent encore plus grossiers. Et donc tu as un peu parlé effectivement de tout ce qui était moi j'ai le patrimoine, toi t'as le pot de yaourt, mais au-delà de ça, il y a ce sentiment, donc qui n'est pas palpable non plus, qui n'est pas quantifiable, comme l'amour d'injustice. Oui, mais qui est dans une séparation, les deux ont un sentiment d'injustice, toujours. Alors là, c'est quand même et du coup, oui, Gwendoline va évidemment avoir un sentiment d'injustice. Alors, il y avait aussi, je me suis rendu compte que, et même moi, en regardant les chiffres, en fait, les statistiques, j'avais beaucoup d'idées fausses sur les séparations dans les couples. Par exemple, je m'étais dit, c'est sans doute plutôt les femmes qui gardent le domicile. Bon, en fait, non. C'est majoritairement les hommes qui gardent le domicile, ce qui est assez logique parce qu'ils ont souvent un revenu plus important et donc, en fait, ils ont les moyens de le garder. Et Gwendoline, avec son salaire plus petit, elle n'a pas les moyens de continuer à rembourser toute seule le crédit immobilier, ni si c'est un loyer, de payer le loyer qu'il payait avant à deux. Donc, de fait, voilà, c'était dans les choses. Je me dis, en France, pareil, le montant, alors, on dit souvent pension alimentaire, mais le vrai terme légal est contribution. Et l'avantage du terme contribution, c'est de montrer la pension. On a un peu l'impression que c'est une rente. Genre, il lui file de la thune et elle est là, elle est un peu rentière. Genre, ouais, j'ai la pension qui tombe. La contribution, ça montre en fait le mécanisme, c'est-à-dire que Gwendoline dépense de l'argent pour les enfants et lui va participer, en rembourser une partie. Mais donc, c'est de l'argent qu'elle a déjà avancé et dépensé, et il y contribue. Donc, je trouve ce terme de contribution qui est celui de la loi, effectivement, plus juste. Et donc, la contribution alimentaire moyenne en France, pour un enfant, c'est 120 € par mois.
Bon, alors par rapport à ce qu'on vraiment, il y a des fois tu as l'impression que les hommes versent des pensions, c'est les 3/4 de leur salaire. Tu dis oh, bah non en fait non, bah non 120 ça c'est pas énorme quoi. Concrètement un enfant ça coûte plus que 120 hein, et même si tu dis il participe à 50%, oui bah c'est plus que 240 € par mois un enfant. Hein. Clairement ça coûte plus que ça. Donc il y a voilà cette situation. Alors on a beaucoup dit pendant longtemps que les séparations appauvrissaient les femmes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Je pense que la séparation, en grande partie, met en lumière un appauvrissement qui datait du couple, mais qui était masqué par le couple. C'est-à-dire que le couple étant vu comme une unité économique, notamment par l'économie classique, les statistiques, etc., on ne va pas regarder les transferts d'argent au sein. Alors, en fait, l'inégalité, elle se creuse pendant toute la vie du couple, et au moment de la séparation, elle devient visible. Mais elle était déjà là avant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de l'autre côté de se dire oui, mais Richard aussi a une impression d'injustice, ce qui est absolument normal, notamment parce qu'il n'a pas installé d'application pour se rendre compte de tout ce que faisait Gwendoline, parce que je pense vraiment qu'il y a cette idée, Richard va se dire bah ouais, mais moi mon salaire, je l'ai gagné parce que j'ai mérité, parce que j'ai énormément travaillé, etc. Il ne se rend pas compte qu'il a pu faire ça parce qu'il avait une femme qui a moins travaillé. Et qu'en fait, sa carrière, bah, en vrai, elle fonctionne parce qu'il y avait Gwendoline. Et ça, c'est très souvent invisible, donc ça crée un sentiment d'injustice pour certains hommes. Ils disent, bah oui, mais pourquoi je lui donne autant de mon salaire alors que c'est moi qui travaille, quoi. Bah ouais, mais enfin, t'es pas arrivé là tout seul, en fait. Donc ça, voilà, ça crée et puis on sait justement parce que l'argent étant vraiment le sujet psychologique tordu, c'est évidemment le moment là, le champ de mine, il explose dans tous les sens au moment de la séparation. Oui, je reviens avec cette histoire de liberté, il y a aussi souvent le prix de la liberté, où parfois il y a une saturation, les gens peuvent plus se parler, et du coup ça redevient comme encore un peu plus tabou parce qu'il y a une situation de tension, c'est moins ludique quand tu es dans la séparation pour le coup. Ouais. Après, il y a aussi, alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais j'imagine que ce n'est pas très différent. En France, il y a vraiment le sujet qui est monté ces dernières années, c'est celui des violences économiques. Et en fait, le nombre après séparation de contributions alimentaires que les hommes ne payent pas, mais juste hallucinant. Et en fait, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, sur les ronds-points, les journalistes étaient étonnés de se dire beaucoup de femmes et en fait beaucoup de mères célibataires. Et bah ouais, parce qu'elles sont dans des situations financières qui sont vraiment très compliquées. Et en fait, les populations pauvres en France, c'est majoritairement des femmes. Et alors j'avais regardé, parce que c'est aussi le cas en Belgique, j'ai le chiffre, qui était que si on prend les 10% les plus pauvres en Belgique, à 75%, c'est des femmes. Et donc la pauvreté, c'est un sujet de femmes majoritairement, plus que d'hommes. Et je pense que le principe de la famille monoparentale, les pères qui ne payent pas, ou alors qui ne vont pas payer, il y a aussi ça dans les violences économiques, il y a ne pas payer du tout, évidemment c'est une violence économique, il y a aussi payer mais pas la totalité de la contribution, ou ne pas la payer à date fixe. Et c'est aussi une forme de violence économique, du coup, de ne pas savoir quand l'argent va tomber, combien ce sera, etc. Sachant que les contributions ne sont pas si élevées que ça, qu'ils ne puissent pas, les juges font hyper attention de fixer des contributions en fonction des revenus du père pour qu'ils puissent les payer. Il y a aussi un sujet qu'on n'a pas trop abordé, donc on va juste le faire un instant, parce que tu l'as dit un peu en introduction, tu disais ça y est, ma mère a tout fait, j'ai plus rien à faire. Il y a eu effectivement ce truc aussi, il y a encore pas si longtemps, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire, ni signer même un contrat de travail, sans la validation du mari et de l'autorité du mari. Donc ça nous paraît très très lointain, mais en fait c'est pas si lointain que ça, c'est quand même une histoire occidentale. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ce passé ne nous enferme pas, mais puisse plutôt nous éclairer? Et en même temps, il y a encore cette trace-là aussi, on a beau dire, c'est pas si loin. Donc, alors ça, c'est des combats qui ont été menés, où la politique a été changée, mais les combats sont pas si... Enfin, t'expliques aussi un peu ça, il y a des choses qu'on croit évidentes et qui ont pris du temps aussi. Enfin, l'histoire des comptes en banque, c'est quand même assez frappant aussi. Donc cette histoire d'autonomie qui tout d'un coup devient une espèce de droit énorme, mais qui est déséquilibré. Enfin, peut-être qu'on peut se faire un mini rapport historique, parce que je sais que t'aimes bien ça. Oui, dans le livre, je fais effectivement tout un chapitre sur l'histoire des femmes et l'argent
Et moi, ce qui était frappant, c'est que ma grand-mère, par exemple, alors évidemment, ma grand-mère était mariée et elle ne pouvait pas signer un chèque, elle n'avait pas d'autonomie économique. Et mes grands-parents tenaient un commerce. Il se trouve que mon grand-père était nul en maths, il ne savait pas compter, et que c'était ma grand-mère qui faisait la caisse, qui faisait tous les comptes de tout. Et donc, il y avait ce truc absolument terrible où je m'étais rendu compte que la première fois où elle a pu signer elle-même un chèque, elle avait genre 55 ans. Ça faisait des années qu'en fait, elle gérait l'argent, mais que dès qu'il fallait une signature à un acte un peu officiel, et ben, en fait, elle devait passer par son mari. Donc, c'est un truc un peu terrible. Et ma mère, alors, tu vas comprendre pourquoi je ne suis pas mariée, ma mère s'est mariée 3 fois. Elle a divorcé 3 fois. Et vraiment, elle m'a toujours dit, ne te marie jamais. Vraiment, le divorce, ça coûte trop cher. C'est un mauvais calcul. Alors, c'était l'idée, c'est très bizarre. Le mariage, c'est une institution patriarcale, vraiment, on est d'accord. Et en même temps, c'est celle qui protège le mieux les femmes. Voilà, débrouillez-vous avec ça, les filles. Et donc, à son premier mariage, ma mère n'avait pas le droit de signer elle-même les chèques, quoi. Et donc, elle m'a aussi, je viens d'une famille où elles m'ont raconté ça, où ça m'a été transmis. Et ma mère, elle en parle encore, enfin... Elle est allée, le jour où la loi est passée en France, où les femmes mariées pouvaient avoir leur compte en banque et leur chéquier, elle est allée à la banque en bas de chez elle pour dire, bah voilà, je veux machin, mon chéquier. Et le banquier lui a dit non, genre, oh non, je suis pas au courant, le décret d'application, non, tout ça. Elle était folle de rage, elle a traversé la rue, elle est dans une autre banque, une autre agence, et là, on lui a dit oui. Et donc, elle a ouvert un compte dans cette banque, et il se trouve que c'est la même où j'ai mon compte, où ma sœur a son compte en banque, où mes enfants... Enfin, c'est une espèce de transmission. On est resté absurdement fidèle à cette banque, qui n'est pas meilleure que les autres, mais juste parce qu'un jour, il se trouve que la banquière qui était là ce jour-là a dit à ma mère, oui, ok, on vous ouvre le compte. Mais donc, d'où l'importance quand même des pas... Les trucs qui se transmettent... L'inconscient sur, c'est compliqué l'argent, mais aussi sur les combats qui ont été menés, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, comme tu le disais, on a l'impression que tout est acquis, que c'est clair, etc. Mais il y a une grande vigilance quand même à avoir de manière générale. Sur la question de l'autonomie économique, j'ai l'impression que c'était vraiment un sujet pour les générations d'avant et qu'on nous en a... Parce qu'elles ont dû lutter pour ça et elles nous en ont énormément parlé, et que c'est un truc qui est un peu tombé en désuétude. Parler d'indépendance économique, c'est plus dans les mots d'ordre féministes. Et pourtant, c'est toujours nécessaire, et ça l'est même quasiment de plus en plus, sachant qu'on est dans un monde économique qui est très instable, très précaire, très compliqué pour les femmes. Mais c'est vrai que c'est plus, mais pour plein de raisons liées aussi au féminisme qui n'est pas là à dire les filles gagner de l'argent, parce que l'argent, c'est de droite, je vous le rappelle. Donc voilà, il y a effectivement moins cette recherche d'indépendance économique. Alors que vraiment, il y a toute une génération, je pense qu'on a été une génération élevée à soit indépendante économiquement, tu fais ce que tu veux, mais tu ne te maries pas, et soit indépendante économiquement. Alors, il y a la notion aussi, bon, donc tu as écrit le livre en 2022, on est en 2025, c'est à la fois proche et lointain. On ne peut pas dire qu'il est has-been, le livre. Enfin, je veux dire, en 3 ans, il y a malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui, à quel endroit, mais est-ce que tu vois quand même des différences, des changements, parce qu'on parle beaucoup du coup de combats, de luttes qui ont été menées, entre le moment où tu l'écris et 3-4 ans plus tard, maintenant, et quels seraient du coup les points d'attention qui sont pas dans le livre, mais que tu pourrais poser aujourd'hui ? Je trouve que le discours à destination des femmes a un peu changé sur ces sujets-là. Donc c'est ce que je disais, c'est quand j'ai commencé, il n'y avait vraiment rien sur l'éducation financière. Et ça a un peu changé. Un truc assez frappant, en fait, pendant très longtemps, c'est regarder la presse féminine. Quand elle parlait d'argent aux femmes, c'était toujours le même truc, c'était comment bien faire les soldes. C'est repérer les articles la veille, nanana. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est le mythe, la figure de la bonne ménagère. La bonne ménagère, elle sait bien dépenser l'argent. Elle est économe, elle fait des bonnes affaires, etc. Et donc, le discours économique pour les femmes, pendant très longtemps, a été bien dépenser l'argent. Si vous regardez le discours économique qui s'adresse aux hommes, pendant très longtemps, ça a été comment gagner de l'argent. Pas comment le dépenser, comment le gagner. Et les femmes, on leur disait jamais, genre, comment gagner de l'argent. Et je trouve que ça, c'est un petit peu changé. Et que, alors, il y a vraiment un effet d'opportunisme qui est évident. Vous allez trouver des formations payantes pour apprendre aux femmes, n'ayez pas peur de la crypto-monnaie, etc. Enfin, bon, voilà, évidemment, tout ça arrive, hein, on y est. Mais donc, il y a un truc un peu qui commence à se dégenrer sur ce discours économique-là.
Ça, c'est une première chose. Moi, dans les mesures... Salut Manu, oui, je viens demain. Il faudra que tu fasses une loi pour déconjugaliser l'impôt et les prestations sociales. Donc ça, c'est le premier gros truc, mais qui irait avec une réforme complète de l'impôt, parce qu'on ne peut pas juste déconjugaliser, il faudrait rajouter des taux d'imposition, des tranches, etc. Bref, bon, grosse réforme pour faire un impôt féministe. Mon autre truc, ça serait l'éducation financière, c'est-à-dire que se dire, en fait, à l'école, on devrait avoir une éducation financière. Moi, j'ai fait des études très longues. On ne m'a jamais appris à lire une fiche de paye. C'est quand même un truc de fou. Sortir de l'école. Et donc, en fait, il y a une profonde injustice parce que votre éducation financière, c'est ce que vos parents vous ont appris. Et évidemment, selon les milieux, on n'a pas accès aux mêmes connaissances du tout. Donc ça, c'est aussi, ça génère et on le voit sur les crédits à la consommation, il y a beaucoup de choses, voilà, qui s'adressent à des gens qui ne s'y connaissent pas bien, qui ne savent pas ce que c'est un taux d'intérêt, qui vont se faire avoir et qui sont en général des gens qui sont déjà fragiles économiquement. Donc il y aurait intérêt à faire une vraie éducation financière. Il se trouve que depuis, dans les choses qui ont changé, en France, depuis cette année, il y a une semaine d'éducation financière à l'école en classe 4e, donc pour les élèves de 14 ans, grosso modo. Sauf que c'est à moyen égal. C'est-à-dire que c'est le prof qui voudra bien qui s'en occupe en plus de ses heures. Et les élèves doivent passer à un passeport financier, un passe-fi, ça s'appelle. Mais donc, tu vois, ça va être ta prof de français qui va chercher les ressources en ligne en disant, bon, bah, je vais leur faire ça comme QCM. Ça n'a pas grand-chose. Et donc, moi, j'ai regardé, évidemment, je me suis dit, bon, bah, ok, je ne vais pas critiquer tout de suite, peut-être c'est bien. Et je me suis dit, premier truc que je vais regarder, c'est est-ce qu'on explique que toutes les dépenses ne se valent pas. Et bien, ça n'y est pas. Donc, j'ai décrété, c'est nul. Si on n'explique pas ça, ça ne sert à rien, quoi. C'est vraiment le truc de base, il n'y est pas, donc non. Donc, il y aurait, voilà, faire une vraie éducation financière à l'école. Et je glisse en même temps, je suis pour, et ça serait les mêmes cours, qu'on remette les cours d'éducation ménagère. Oui, alors, appelez-moi Éric Zemmour. Finalement, hein, ces années 50. Alors, pourquoi ? Parce que, monde, mais c'est bien, mais parce que évidemment, on a beaucoup fait l'égalité entre les femmes et les hommes pendant très longtemps. Ça a été de mettre les femmes au niveau des hommes, ce qui est logique parce qu'ils avaient plus de droits, plus de pouvoir, plus de plein de choses. À un moment, il faut réfléchir, c'est-à-dire tout n'est pas bon à faire comme ça. Il se trouve que les cours d'éducation ménagère qu'il y avait à l'école étaient obligatoires pour les filles. Quand on a fait les mêmes programmes scolaires pour les filles et les garçons, on a donc supprimé les cours d'éducation ménagère. Par exemple, en Suède, et je crois au Danemark aussi, c'est obligatoire pour les filles et les garçons au collège. Il y a des cours d'éducation ménagère où tout le monde apprend à faire le ménage, et c'est pas complètement inutile, à faire la cuisine, et ils apprennent aussi un peu comment faire un budget. Il y a un cours d'éducation financière, etc. Et c'est même, ça va encore plus loin. On leur lit, pendant qu'ils sont en train de faire de la couture, on leur lit des textes féministes. Laisse tomber pour qu'on ait ça, jamais de la vie. Mais voilà, sur l'idée de, bah oui, mais en fait, tout ça, c'est des apprentissages de ce qu'il faut savoir faire. Et donc, sur pourquoi les femmes font aussi plus de tâches ménagères, il y a plein de choses. Et il y a, les normes de propreté ne sont pas les mêmes. Et oui, mais moi, je ne sais pas faire. Bon, bah, ça réglerait tout ça, tu vois. Donc, hop, c'est mon autre proposition. Il y aurait un congé paternité allongé, obligatoire, qui évidemment changerait aussi plein de choses, et notamment sur les inégalités de carrière. Attention, l'idée du congé de parentalité égale. Donc pas, ouais. On ne rajoute pas 3 jours au papa pour faire plaisir. Oui, non, alors égal à celui, bon là, j'y crois pas, mais vraiment le rallonger vraiment beaucoup, et obligatoire surtout. Parce que de fait, il y a une pression sociale pour que les hommes ne le prennent pas. Ça en fait beaucoup des jolies choses. J'espère que des politiciens et des politiciennes ont tout noté et que ici, à Liège, dorénavant, dans l'enseignement, ça y est, c'est réglé. Couture, lecture féministe. Moi, je propose qu'on le fasse. Sérieusement, si on est toutes et tous assez nombreux là, si on commence à faire ça chez soi, il y a un truc qui va bouger. Donc, si tu fais la couture chez toi, alors je sais pas. Ouais. Peut-être là, effectivement, le temps avance un peu. Donc, j'avais quand même envie que tu nous parles de ton actualité avant de vous partager une citation que j'aimais beaucoup. Donc, de nous dire un peu où tu en es, parce que tu continues à écrire, tu continues à produire des super projets. Outre le fait que tu as des sujets effectivement à nous partager, et puis quelle est l'actualité là, maintenant, tout de suite, sur laquelle tu te poses ?
C'est le moment promo, c'est horrible de faire ça. Ouais, tu fais des super projets. Mon actualité. Alors, je vais faire ça très vite parce que je trouve ça pénible pour tout le monde. J'ai mon dernier roman qui vient de sortir aussi en poche, Une époque en or, dont je suis très contente et qui est, j'aime bien à chaque fois travailler des styles littéraires différents. C'est un roman qui est construit sur le principe de la chasse au trésor, avec un personnage de femme qui veut de l'argent. Et en fait, je dis... je ne l'ai pas pensé comme ça au départ. À un moment, je dis c'est marrant, je suis quand même toujours autour de cette histoire de OK, à un moment, il faut de l'argent. Donc j'ai ça. En juillet, j'ai une collection que je dirige, que j'ai créée, qui va apparaître, qui s'appelle Le livre de mes 10 ans, qui est, alors c'est vraiment un principe hyper simple. Mon idée, demander à des auteurs adultes quel a été le livre de leurs 10 ans, le roman qu'ils ont adoré, et le republier avec une préface, etc. Donc j'ai 5 titres qui sortent en juillet, qui sont trop chouettes. Et en septembre, j'ai 2 ouvrages qui sortent. Il y a l'adaptation en bande dessinée des Grandes Oubliées, qui est canon, qui est trop belle, que j'adore. Comme c'est pas moi qui l'ai dessiné, je peux le dire. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai un texte un peu étrange parce que c'est des fragments, ça s'appelle « La vie ressemble à ça » et je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais transmettre à mes enfants. Et c'est vraiment des bouts de plein de choses. Il y a des conseils pour faire le ménage, mais il y a aussi... je mêle aussi bien des trucs sur le ménage que mon travail sur les féminicides, que des réflexions sur c'est quoi élever un garçon aussi de nos jours. Il y a énormément de choses différentes, le rapport à la mort, c'est un peu toutes mes obsessions dans un seul livre. Sublime, tu vois, finalement, le moment promo donne envie. Là, t'achètes, là, t'as envie. Là, moi, je prends. Là, j'ai déjà, je fais la pré-réservation, tu vois. Je voulais vraiment te remercier parce que je trouve que tu as quand même un truc qui fait qu'on arrive à regarder autrement et nos vies. Et c'est peut-être un peu bête à dire, mais moi, ça me fait du bien de pouvoir regarder autrement et de ne pas toujours me sentir coincée dans les réalités. Et je voulais vraiment te remercier pour ça. Voilà. Merci. Avec plaisir.